Chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous annonçons la naissance d'un nouveau magazine provincial intitulé Grand Format. Grand Format, c'est un magazine audiovisuel conçu et sera présenté par Vital Mabiala Vitariche, spécialisé sur l'actualité en général. Vous le suivrez chaque dimanche et mercredi à partir de 20h30 sur Sarah FM 91.4 MHz. Chaque jeudi à partir de 17h sur la RTA Kamwanda et chaque vendredi et samedi à partir de 21h sur la radio centrale Matadi. Ne ratez pas à ce numéro et vous serez suffisamment informé avec des invités surprises à suivre. Sur YouTube, tapez Vital Mabiala officiel. Voulez-vous entrer en contact avec nous? Appelez au plus 243 89 67 63 469. Sur Facebook, il suffit d'écrire Vitalo Mabiala Vitariche. Restez toujours à l'écoute et vous ne serez jamais déçus. Le Congo, c'est notre héritage. Il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Nana mboka mususute, mboka nangani de Congo. Lelo na sepeli, tayemba pona mboka nangai. Navandaki mwa tango ya méditation. Nabotama na Zaïre, natangwa Mobutu. Nazana mangwele, namoni pe mingi na mokili yango. Kaka ba discours ke Congo pays scandale géologique. Esuka na masolo, kasi na miso na monate. Yoka maloba ba Congolais mosusu ba kolobaka. Tote kambo kango, toka bola mbongo. Basusu na pembeni ba kuluba, boma Congolais. Otika nyoka, ce méchant, c'est touchant. Na mituni nzambe, ala kisinga na vision. Maloba na zoyemba, yango na poni na yemba lelo Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine intitulé Grand Format. Grand Format est un magazine provincial, audiovisuel, qui est spécialisé sur l'actualité en général. Grand Format est concis et a été toujours présenté par votre humble serviteur Vital Mabiala Vitalo Vitariche, Vital d'or. Merci à vous tous qui êtes branchés parce que nous avons déjà annoncé que nous allons recevoir un grand messier, une grande personnalité. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a été à plusieurs fois ministre national dans notre pays. C'est un député national élu de Boma. Il s'appelle l'honorable Eva Mwakasa alias Mondele Moyindo Papa Social. Il ne parle pas beaucoup, mais il mène beaucoup d'actions sur terrain. En tout cas, c'est un député qui est en train de se battre pour le développement de la ville de Boma. C'est un député qui aime sa base. Nous allons les recevoir au cours de ce magazine avec des sujets sans tabou. Sans plus tarder, je les reçois, l'honorable Eva Mwakasa, alias Mondele Moyindo Sali. Bonsoir Vitariche, c'est pour moi un grand plaisir de participer à votre grande émission. Je commence par dédier cette émission à tous nos frères qui sont en train d'être tués à l'est du pays, qui souffrent le martyre à l'est du pays. En tout cas, je demande que le gouvernement central, que le président de la République fasse en sorte que ces tueries cessent
que la souffrance de notre population à l'Est se termine le plus rapidement possible. Merci beaucoup, honorable. C'est un honneur pour moi de vous avoir dans cette émission ou dans ces magazines. C'est un honneur pour moi aussi parce que Vitarich, sincèrement, vous êtes parmi les journalistes qui font correctement leur travail en toute objectivité, sans parti pris. Et pour cela, je vous félicite et c'est ce qui m'a amené à venir exprimer librement mes opinions dans votre émission. Merci beaucoup, honorable. Honorable, aujourd'hui, on vous surnomme Mondele Muindo. Essayez un peu de nous expliquer pourquoi Mondele Muindo. Ce sont les mamans de Dumbi en 2018 qui m'ont donné ce surnom parce que ces mamans avaient constaté que toutes les promesses, tous les engagements que moi je faisais, je les réalisais. Et ça me va tout droit au cœur. Pour tout vous dire, c'est le surnom que j'adore. Mondele Muindo, ça veut dire que moi j'essaie de faire la politique autrement. Ça veut dire que quand moi je promets, je réalise toujours. Ces mamans avaient compris que quand moi je promettais, je réalisais toujours. Et c'est un défi que j'ai de continuer à mériter d'être appelé Mondele Muindo. Merci beaucoup. Alors, l'honorable, ce que nous avons remarqué, vous ne parlez pas trop, même si vos adversaires disent de n'importe quoi à travers les médias, et vous êtes plus sur terrain, vous posez beaucoup d'actes de générosité en faveur de la population baumatracienne. C'est quelle façon de faire la politique? Vitarich, c'est que ceux qui nous suivent doivent comprendre, c'est que moi j'ai commencé à faire la politique en 1990. J'étais à la conférence nationale souveraine, j'étais au Conseil de la République, j'étais au Conseil de la République Parlement de transition, j'ai participé à tous les dialogues, je suis allé au dialogue intercongolais, je suis redevenu député, et puis après je suis allé au gouvernement, j'ai fait 4 ans et demi au gouvernement en tant que ministre des Transports et de Communication à l'époque, et dernièrement en tant que ministre de la Recherche scientifique et technologie. J'ai constaté aujourd'hui, le plus important pour moi, député élu de la ville de Boma, mais j'ai constaté, Vitarich, que le peuple est fatigué des discours. Le peuple est fatigué des déclarations, le peuple est fatigué des mobilisations artificielles, le peuple est fatigué des promesses qu'on ne tient pas. Alors moi je dis que je dois sortir des sentiers battus. Parle moins, agir plus, parce que les actions parlent mieux et plus que les paroles. Moi j'essaie de faire la politique contrairement à ce qui se passe. J'essaie de mener des actions sur le terrain, j'essaie d'être à la hauteur d'un homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui ne voit que l'intérêt supérieur de la nation. Voilà pourquoi je ne parle plus. Je préfère que vous, les journalistes, vous puissiez parler de moi. Je préfère que les actions que je mène sur le terrain parlent de moi au lieu de continuer dans des querelles puériles, stériles d'ailleurs, dans des promesses qu'on ne réalise pas, dans des bains de foule artificiels. Mais comment puis-je accepter, moi, que je vienne, par exemple, à Boma ou je ne sais où, à Mwanda, que je puisse accepter qu'il y ait des bains de foule de gens qui viennent m'accueillir alors que depuis le matin, ils n'ont pas mangé. Ils viennent m'attendre depuis le matin jusqu'à 15 heures, ils n'ont pas mangé, ils n'ont rien laissé à la maison, et puis ils viennent m'acclamer parce qu'ils veulent que je leur donne peut-être 5 000 ou 10 000. Non! Nous sommes en train de brader la dignité humaine du peuple congolais. Moi, je dis non. Moi, je dis, je viens en toute humilité auprès de la population et faire mon travail. Le travail, c'est de développer ce pays. Le travail, c'est de donner du bien-être à notre population. Voilà pourquoi je ne suis plus dans le tralala. Voilà pourquoi je ne suis plus dans les extravagances.
vous n'êtes pas parfois lésé en tant qu'humain lorsque vous entendez telle politique dit de n'importe quoi à travers le média contre vous? Vous n'êtes pas parfois lésé en tant qu'humain? Je suis un démocrate. Je me suis toujours battu depuis 1990. Les gens oublient que Eva Mwakassa est entré dans l'union sacrée de l'opposition radicale de Feu Etienne Tshisekedi, Mbouankiem, Liliaou, Kibasa de l'UDPS, Iléo du PDC, Uferi de Goums Carlibonde. J'étais très jeune. Je suis parmi les signataires de la déclaration créant l'union sacrée de l'opposition radicale. J'étais à l'époque appelé Jeune Turc avec le Jacques Matanda. Je me suis battu, je continue à me battre pour la démocratie dans notre pays parce que je constate, parce que c'est une évidence pour moi, la démocratie c'est la condition sine qua non du développement. Mais maintenant, je ne peux pas continuer à suivre la médiocrité. Lorsqu'un journaliste, lorsqu'un confrère, lorsqu'un collègue dit des choses qui sont contraires à la vérité, pourquoi voulez-vous que moi je perde mon temps à le suivre? Parce que j'ai des choses de loin plus importantes à faire. Notre population croupie dans la misère la plus noire. Moi, je ne vais pas passer mon temps à suivre des médiocres. Moi, je passe mon temps à peaufiner des stratégies pour que notre population puisse avoir son bien-être, pour que je réponde aux aspirations de notre population. Voilà pourquoi les gens constatent que moi, je me tais, parce qu'il y a un adage qui dit que le silence est d'or. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? C'est que, in fine, les choses, la population finit toujours par découvrir que c'est moi qui ai raison, et la population me donne raison. Donc moi, parce que je suis pour l'intérêt supérieur de la population et de la nation, je refuse de perdre mon temps devant des contre-vérités, je refuse de perdre mon temps pour suivre les médiocres. Vous savez, il y a un adage qui dit que si vous êtes en train de suivre un fou, il faut faire très attention parce que bon, si lui il est nul et que vous mettez aussi à poil, les gens risquent de croire que vous êtes des fous. Moi, j'ai dépassé ces stades-là. J'ai dépassé ces stades. Je suis au stade du développement. Je suis au stade de la concrétisation. Je suis au stade de l'action. On va parler de sujets importants au cours de ces magazines, mais laissez-moi vous poser une question de curiosité, honorable Eva Mwakassa. Je me rappelle, tout au début de votre mandature, vous avez dit que vous ferez de la ville de Boma la ville la plus moderne de la RDC. Et est-ce que c'est une réalité ou bien c'est un projet à long terme? C'est une vision. C'est une vision et lorsque vous avez une vision, vous travaillez pour la vision. Et je crois que tous les journalistes dans cette ville constatent que je travaille effectivement pour faire de cette ville la ville la plus moderne de la RDC. Mais maintenant, une vision comme celle-là prend du temps, certainement. Surtout que dans notre pays, nous avons énormément de pesanteurs. Nous allons les développer tout au long de cette émission. Il y a beaucoup d'actions que j'essaie de mener, mais je suis buté à des pesanteurs. Et ces pesanteurs, ce sont ces mêmes pesanteurs qui font que la RDC soit aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce que j'ai dit, c'est que j'ai ma conscience tranquille parce qu'effectivement, j'ai mis tout ce que j'ai de mieux pour que cette ville soit la ville la plus moderne de la RDC. Et je continue d'ailleurs à travailler pour. Vous-même, vous pouvez recenser les différentes actions que je mène pour que cette ville soit la ville la plus moderne avec des habitants qui vivent à l'aise. Donc, c'est une vision et je continue à poursuivre cette vision. Voilà, on va parler du curage de la rivière Kalam, dont vous êtes le premier initiateur. C'était prévu que vous puissiez relancer les travaux, si je ne me trompe pas, le 9 septembre dernier. Subitement, le gouvernement provincial s'est accaparé du projet. Aujourd'hui, c'est l'Afritec qui est en train de curer la rivière Kalamou.
D'abord, je voulais que vous puissiez réagir. Vitarich, commençons d'abord par faire un rappel historique. Parce que le problème de nous, les Congolais, c'est qu'on oublie vite. Vous savez, on oublie vite. Nous avons connu des inondations dans cette ville en 2015 et en 2016. Des inondations qui ont causé des morts d'hommes. Des inondations qui ont emporté des commerces, qui ont emporté des maisons, qui ont semé la désolation. Madame le maire était sur le point de proclamer cette ville sinistrée. Mais à l'époque, notre frère, le gouverneur Jacques Mbadi, d'heureuse mémoire, avait estimé que le pouvoir qu'il détenait pouvait lui permettre de sauver, de remédier à cette situation. Bien, mais je note avec vous que de 2015 à 2020, aucun homme politique dans notre pays, dans notre province, dans notre terroir, ne s'est intéressé à curer cette rivière. Moi, lorsque je suis arrivé, j'ai fait une promesse de campagne. J'ai dit à la population que ma détermination était de curer la rivière Kalamou. Alors, j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par toquer toutes les portes au niveau central et au niveau provincial. Mais personne ne voulait me suivre dans cette voie. Alors je me suis dit, moi, Eva Mwakassa, je vais curer cette rivière à mes frais. Vitarich, mais le problème de ce pays, c'est que nous les Congolais, c'est dans notre subconscient. Nous croyons que nous devenons incapables. Alors que nous sommes des gens entreprenants, travailleurs, qui peuvent réaliser de grandes choses. La rivière Kalamou, c'est une petite rivière. Mon petit frère Oscar Condé, qui a fait ses études en Chine, m'avait dit un jour que si c'était l'affaire des Chinois, ils allaient même curer cette rivière à la main. Tu vois? Alors, au début du mois en novembre, je crois, 2020, j'ai réuni tous les spécialistes en la matière. Ça s'est d'ailleurs passé chez mon filleul, Maître Fabrice. J'ai réuni 2 spécialistes de la CVM, le responsable de l'office de route Boma, les responsables de l'OVD Boma et le responsable de l'agence les responsables de l'agence congolaise de grands travaux. Mais au bout d'une heure de discussion, nous avons trouvé la solution. La CVM fait quoi comme travail? N'est-ce pas de curer le fleuve Congo? Mais elle peut curer là où la rivière Kalamou se jette dans le fleuve. Mais je voudrais vous informer que pour curer la rivière Kalamou, l'engin le plus important, le plus performant s'appelle la pelle hydraulique. La province du Congo central en a 2. Une pelle hydraulique basée ici à Goma, une autre pelle hydraulique basée en Banarungu. Vitarich, est-ce que tu peux comprendre ça? Que vous, qui avez une pelle hydraulique basée à Goma, vous ne puissiez pas curer la rivière depuis 2015. Et donc, quand je pose la question au responsable de l'office de route, on me dit que cette pelle hydraulique, nous pouvons l'utiliser à condition que moi je puisse en faire la demande auprès du gouverneur. À l'époque, c'était le gouverneur Atou. Je suis allé voir Atou. Et qu'est-ce qu'Atou me dit? Il dit, honorable, je suis prêt à te donner cette pelle hydraulique, mais à condition que tu payes seul le carburant, que tu puisses entretenir la pelle et que tu prennes en charge tous les autres frais. J'ai dit oui. Vitarich, pour sauver cette rivière, pour sauver la population de Goma, je suis allé prendre un crédit bancaire. Et j'ai demandé à Atou, au gouverneur Atou, il m'a donné la pelle hydraulique. Et j'ai commencé. Rappelle-toi,
quand j'avais lancé cette idée de curer la rivière Kalamou, les gens m'ont pris pour un fou. Parce que les Congolais pensent que pour curer la rivière Kalamou, il faut que les Indiens viennent, il faut que les Chinois viennent. Oui, justement, certains de vos collègues ont dit à travers le média de la place que c'était du populisme et qu'un individu ne pourrait pas curer seul la rivière Kalamou. Ah ben, j'ai démontré le contraire. Nous avons commencé à curer cette rivière et nous avons fait 3 kilomètres de curage. Mais le projet n'est pas arrivé. Laisse-moi Vitariche. Allez-y. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Allez-y. Au fur et à mesure que les travaux avançaient, l'engouement était tel que les politiciens de chez nous se sont ligués contre moi. Pourquoi? Ils se sont dit que si Eva Mwakassa termine les travaux de curage, eux n'auront plus de discours. C'est ça la raison. Et Manu Militari, avec des policiers, ils sont venus me ravir la pelle hydraulique. Normalement, et là, le gouverneur Atou n'était plus en poste. C'était son vice-gouverneur. Bon, on peut affirmer que c'est M. Justin Lemba qui avait envoyé ce policiers. Je ne dis pas ça. Je dis ceci, que quand le directeur provincial de l'office de route, ils ont manigancé, parce que je ne suis pas là pour citer le nom des gens, ils ont manigancé pour venir me retirer la pelle hydraulique. D'abord, si la jeunesse de la ville de Boma était vigilante, si la population de la ville de Boma était vigilante, on n'allait pas nous retirer cette pelle hydraulique. Ce qui s'est passé à Boma ne pouvait pas se passer ailleurs. Parce que cette population est dans la léthargie. Cette population adore subir. Parce que cette population, si elle était vigilante, allait s'opposer à un acte visiblement illégal. Mais est-ce que cette population était au courant? C'est pour ça que j'appelle à la vigilance. J'en appelle à la vigilance. Moi, je dis que cette population n'était pas vigilante. Donc, ils se sont arrangés. Ce sont les politiciens qui ne veulent pas de l'intérêt de la population parce qu'eux ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils se sont dit que si Eva Mwakassa termine les travaux de curage, eux, ils n'auront plus de discours. Et ils sont venus me ravir ces engins illégalement. Parce que, en vertu du principe de parallélisme des formes, les juristes qui m'entendent savent de quoi je parle, en vertu du principe de parallélisme des formes, seul le gouverneur pouvait m'écrire pour me retirer ces engins, ce qui n'a pas été le cas. Vitariche, aujourd'hui, si je vais devant les cours et tribunaux porter plainte contre la province, je vous le dis, la province va me rembourser énormément d'argent. N'oublions pas ce qui s'est passé avec M. Fretta. Jusqu'à présent, la province continue à payer suite au manque de rigueur dans la gestion. Bref, moi, j'estimais que ce qui est le plus important, c'est le curage de la rivière. Et c'est l'arrivée du nouveau gouverneur. J'apprends qu'à l'étape de Boma, dans son discours, il dit que le curage de la rivière Kalamou, c'est une priorité. J'applaudis de deux mains. J'ai écrit au gouverneur pour lui dire que l'initiative que vous venez de prendre est encourageante et je l'encourage. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre autour d'une table pour qu'ensemble nous puissions voir comment poursuivre les travaux et les achever? Et quelle est la réponse du gouverneur? Il est gouverneur. Il a le pouvoir. Il a estimé qu'il pouvait se passer de moi.
C'est de son droit. C'est de son droit. Et il a estimé qu'il pouvait se passer de moi et qu'il pouvait reprendre. D'abord, il a repris les travaux, Vitarich. Il a repris les travaux là où moi je les ai laissés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travaux que moi j'ai effectués, ce sont des travaux de très bonne qualité. C'est-à-dire que moi j'ai correctement curé la rivière. Maintenant j'apprends aussi. Donc normalement les termes qui devraient être employés, c'est les relancements, non lancement des travaux de curage. Non, moi je dis ceci. Parce que vous avez déjà commencé les projets. Vitarich, je ne suis pas dans la polémique, je t'explique. Les travaux repris par le gouvernorat reprennent là où je les ai laissés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que moi j'ai fait, ce sont des travaux de très bonne qualité. Je m'en félicite. Je pense que la population, et d'ailleurs, la population n'est pas dupe. Suite à des pluies diluviennes qui se sont déroulées dans la ville dernièrement, nous n'avons pas connu de mort d'âme. Contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, ça veut dire que la partie que moi je curais a été un bon curage, suivant le nord. Mais maintenant, évoluons. Le gouverneur, j'apprends que le gouverneur a repris les travaux, mais qu'il ne va curer que 500 mètres. Vitarich. Mais et le reste de parcours, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il faut curer au moins 6 km. Alors moi je dis ceci. Parce que moi je ne suis pas dans la confrontation, je ne suis pas dans la polémique. Moi j'ai pris des engagements vis-à-vis de la population de Boma. Moi, en tant qu'élu de cette ville de Boma, je ne veux plus que demain, j'apprenne qu'il y a eu de morts d'hommes suite à des inondations de cette rivière. Moi, j'ai rassuré la population de Boma que quelle que soit la formule, cette rivière sera entièrement curée. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est pas le fait de savoir que c'est Vitarich qui a curé, que c'est elle qui a curé. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'intérêt de la population de Boma, c'est de voir que cette rivière a été curée. C'est ça mon intérêt. Je ne m'intéresse pas de savoir qui est venu curer, qui ne l'a pas curé, mais moi, mon intérêt, je le répète, mon intérêt, c'est de voir que cette rivière a été curée, c'est de voir que demain, s'il y a des pluies, qu'il n'y aura plus mort d'homme. Et moi, j'ai pris des engagements. On m'appelle Mondele Moindo. Moi, je dis que cette rivière sera entièrement curée. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va toujours parler de cette affaire curage. Nous avons appris que, lors de son dernier séjour à Boma, les commissaires des ITPR avaient dit que le gouvernement provincial a débloqué une somme de 532 000 $ pour ces travaux. Mais selon les informations à notre possession, nous suivons que c'est la vice-primature qui aurait financé ces travaux. En tant que député national, est-ce que vous avez ces informations? Non, je viens de vous le dire que j'avais écrit au gouverneur pour qu'ensemble on puisse se mettre autour d'une table, pour qu'ensemble on puisse trouver les voies et moyens pour reprendre les travaux et terminer les travaux. Il a usé de son pouvoir discrétionnaire de reprendre ces travaux. Je ne me suis pas intéressé à cela. Je ne suis pas dans la polémique. Je ne suis pas dans la confrontation. Ça ne regarde que le gouvernorat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que cette rivière a été intégralement curée. Je ne suis pas au courant de ça. Au cas contraire? Au cas contraire, c'est-à-dire? Si on n'arrive pas à curer toute la rivière? Non, moi je vais curer. Moi j'ai tous les éléments, j'ai tous les matériels. J'ai tous les matériels, j'ai du carburant, j'ai plus de 6000 mètres, j'ai plus de 6 mètres cubes de carburant. Vous avez aussi la pelle hydraulique? Mais
Mais j'ai déjà pris le contact avec une société chinoise qui veut me louer une pelle hydraulique, $750 par jour. J'ai le moyen. Moi, je quittais pas. Je te dis que pour la première partie, maintenant je vais te dire la vérité, pour la première partie, j'avais pris un crédit, mais j'ai vendu ma palissade de député pour me faire des réserves pour curer cette rivière. J'ai le moyen. Pour curer cette rivière, faites les calculs. Cette société me demande $750 par jour. Et les travaux doivent faire à peu près 45 jours. J'ai vendu ma palissade. J'ai de quoi payer. Je vais terminer le curage. Il n'y a pas de problème. C'est une promesse que vous donnez aux Boumatraciens, que vous allez terminer le curage. Mais je leur dis que j'ai vendu ma palissade pour terminer ce curage. Je veux le terminer. Très bien. Alors, je veux le terminer, Vitarich. Si, je vous le dis, si le gouvernement ne termine pas le curage, moi je veux le terminer. Très bien. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, sachez que nous avons reçu l'honorable Eva Mwakassa, surnommée Mondele Moindo. Alors, aujourd'hui là, vous venez d'être sur terrain, vous avez procédé à la remise des câbles à la SNEL, et ces câbles qui vont servir à l'électrification des maisons qui se trouvent en Mbangou, et aussi vous avez procédé au lancement officiel des championnats interscolaires. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir? En ce qui concerne les câbles électriques, faisons d'abord un rappel historique. Il y a quelques semaines, le transformateur électrique de Mbangou est tombé en panne. Une panne irrémédiable, il fallait nécessairement changer de transformateur. Ok? Le CD Henri Panzou est arrivé à Kinshasa pour mener des démarches auprès de la direction générale de la SNEL pour qu'on trouve un nouveau transformateur. Mais il connaît aussi mes relations étroites que j'entretiens avec le DG de la SNEL. Je te rappelle que le DG de la SNEL, à l'époque, en 2018, m'avait donné un transformateur électrique neuf, qui a électrifié le quartier Issia. Vous vous rappelez? Oui. Très bien. C'est lui qui... Et la population le sait aussi. Oui. Avec des poteaux et j'ai dû moi-même encore mettre mon argent à contribution pour régler ces problèmes. Donc Henri, qui connaissait mes relations avec le DG, a fait appel à moi. Et moi j'ai appelé le DG Kayombo. Il dit: Eva, mon frère, ok, je veux t'aider. Dans la semaine, laissez-moi une semaine ou deux, nous allons vous donner un nouveau transfert. C'est ce qui est arrivé. La vérité, c'est que ce transfert, c'est le fruit des démarches que moi et le CD Henri avons menées auprès de la direction générale de la SNEL. Mais maintenant, le CD Panzoumer me dit que le transfert ne suffit pas. Parce que il y a des habitants du côté de Mbangou qui se retrouvent avec des câbles volés. Et que pour les satisfaire, ils ont besoin des câbles. Et que tous ces gens-là ne voient que Mondele Moindo pour venir à leur rescousse. Il me dit: honorable, vraiment, faites plaisir à cette population, amenez des câbles. Je dis: ok, moi je ne suis pas spécialiste en la matière, dites-moi les dimensions des câbles. Il m'a envoyé les dimensions des câbles. C'est ce que vous avez constaté aujourd'hui. J'ai amené 1 kilomètre de câbles pour satisfaire cette population qui s'est retrouvée. 1 kilomètre? Oui. Mais vous les avez vus, non? 1 kilomètre de câbles pour satisfaire cette population qui s'est retrouvée avec des câbles volés. Je suis fier, Vitarich, de constater que, le quartier Mbangou Police qui était dans l'obscurité, aujourd'hui ils ont retrouvé de la lumière. Je suis fier de constater que ceux
qui hier se sont retrouvés avec des câbles volés. Demain, le CD Panzou va leur remettre de nouveaux câbles et qui vont retrouver de l'électricité. Moi, quand la population est contente, moi je suis content. Donc, ces problèmes des câbles, j'informe à travers les médias, à travers votre émission, que j'ai résolu le problème des câbles volés. 1, j'avais résolu le problème des transformateurs électriques. 2, j'ai résolu le problème des câbles volés. Vous avez pris l'engagement de sponsoriser les championnats interscolaires. Et les motivations, c'est quoi? Pour ceux qui nous suivent, moi je suis un dirigeant sportif. Mon grand frère Ombadi Lutete avait créé l'équipe Mabouilou et j'ai dirigé l'équipe depuis longtemps, après Mbouta Kimpedi. Et non seulement je suis un grand amateur de football, mais en Angleterre, je suis fanatique d'une équipe qui s'appelle Arsenal. Et j'ai suivi pendant longtemps son entraîneur qui a fait d'Arsenal un grand club. Il s'appelle Arsène Wenger. En Espagne, mon équipe préférée, c'est Barcelone. Et en France, depuis mon séjour en Europe, là, c'est vraiment mon équipe de cœur, c'est l'Olympique de Marseille. Alors, depuis lors, Arsène Wenger, qui était entraîneur d'Arsenal pendant plus de 28 ans, n'est plus entraîneur d'Arsenal. Il a été récupéré, quand il a terminé à Arsenal, il a été récupéré à la FIFA. C'est lui qui est devenu le grand conseiller de la FIFA en matière de promotion footballistique. Alors un jour, j'étais en train de le suivre à la télé et il disait ceci. Il disait que les pays qui font la meilleure promotion de football, ce sont ces pays-là qui organisent les championnats interscolaires. Je dis, ah bon? Mais moi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais commencer à organiser les championnats interscolaires dans mon fief électoral, la ville de Boma. Voilà comment ça a commencé. Et aujourd'hui, je suis fier de cet événement que nous avons vécu ensemble. C'est une passion. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pour moi, j'ai déjà mené plusieurs actions politiques, vous savez. Mais cette action, c'est une action noble. Pourquoi? Parce que c'est une action qui s'adresse aux enfants, aux élèves, aux écoliers. Quand j'ai vu ces enfants jouer, en tant que père de famille, ça va plus loin qu'une simple manifestation. Vous comprenez? Alors, au-delà de ça, les enfants, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir, c'est notre avenir. Au-delà de ça, nous sommes en train d'encadrer ces enfants, leur inculquer des valeurs nobles, des valeurs positives, le travail, le courage, le travail, la réussite dans le travail, au lieu de nous embarquer dans ce qui a tué ces pays du genre Chancelo Kopamba. Non, là, nous leur apprenons qu'il faut travailler, il faut laisser les fétiches de côté, ça ne sert à rien, il ne faut pas suivre ces charlatans-là. Et à côté de ça, nous leur inculquons aussi le fait que malgré le talent qu'ils ont en football, ils ne doivent pas oublier que les études, c'est la priorité des priorités. Que nous, les parents, le plus grand héritage que nous puissions laisser à nos enfants, c'est de leur avoir permis d'étudier. Alors, et puis, nous allons déceler des génies. Peut-être que dans cette ville de Boma, nous aurons un Messi, un Ronaldo, un Mbappé. Alors, in fine, vous voyez que nous sommes en train de travailler en fait pour la renommée internationale de la ville de Boma. Ce projet, pour moi, c'est un projet de cœur. Et mon ambition est simple. C'est de faire de ces championnats interscolaires le meilleur championnat de la RDC et le meilleur championnat, bien entendu, du Congo central.
Très bien. Honorable Eva Mwakassa, il y a une information, il y a une rumeur que nous avons suivie, selon laquelle les 5 meilleurs joueurs de ce championnat pourraient être envoyés en Europe pour poursuivre les études. Est-ce que cette information ou cette rumeur s'avère vraie? Non, ça c'est de nouveau, l'intoxication. En fait, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du championnat, que nous puissions enregistrer les 50 meilleurs joueurs, petits joueurs, et les encadrer dans une école de football. Ah, ok. Ah oui. J'ai un terrain à Tchikenge et j'ai des locaux à Tchikenge. Je voudrais travailler pour que ces enfants puissent avoir un meilleur encadrement. Vous savez, il faut les encadrer et de façon professionnelle. Et pour ça, il faut une école de football. Et cette école de football, j'ose espérer que cette école de football pourrait, avec les 50 meilleurs, il ne faut pas oublier que chaque année, nous aurons aussi ces championnats. Donc, nous maximisons nos chances pour avoir des génies en football. J'ose espérer qu'avec cette école de football, nous aurons des recruteurs internationaux, des détecteurs de génie qui peuvent venir prendre certains de nos enfants pour les amener évoluer dans des grands clubs. Et en ce moment, ça sera l'apothéose parce que la ville de Boma aura produit des génies qui jouent dans les grands championnats en Angleterre, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie. Mais que dire encore de plus? La ville de Boma est une ville historique, c'est une ville touristique, mais si en plus nous produisions des grands footballeurs qui à travers eux, amènent la ville de Boma à une renommée internationale, c'est ce que nous recherchons. Bref, ce projet, c'est un projet de cœur et c'est un projet qui me captive et je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. On va évoluer, l'honorable Eva Mwakassa. Vous avez donné des motos à la police nationale congolaise. Vous avez fait des lobbying auprès du ministre national des ITPR pour qu'aujourd'hui la RNS soit totalement réhabilitée. Honorable Eva Mwakassa a acquis la rivière Kalamou. Honorable Eva Mwakassa a remis une cabine à Alicia. Honorable Eva Mwakassa vient de remettre des câbles à la SNEL et vous avez accepté, vous avez pris l'engagement de sponsoriser l'interscolaire. Tous les actes de générosité que vous posez sur terrain, et vous avez quel objectif? Vous voulez à ce que la population vous donne encore confiance en 2023? C'est l'objectif? Mais vous l'avez déjà dit, non? Vitarich l'avait dit que quand j'étais en train de mener ma campagne en 2018, j'avais dit que je voulais faire de la ville de Boma la ville la plus moderne de la RDC. Je travaille pour ça. Je travaille pour ça. Je travaille pas pour qu'on vienne me lire demain ou après-demain. Ça, c'est secondaire. Je travaille d'abord pour le bien-être de la population. Mais les gens confondent tout. L'objectif, ce n'est pas ma réélection. L'objectif, c'est le bien-être de la population. Maintenant, le travail que je fais, ma réélection n'est que la conséquence de ce que j'ai réalisé. Excusez-moi, c'est là où je ne comprends pas mes collègues politiciens. Ils veulent commencer la campagne électorale maintenant. Et bon Dieu, ils auraient dû le commencer dès le début. S'ils travaillent pour l'intérêt de la population. Enfin, je n'entre pas dans cette polémique. Moi, je travaille pour que la ville de Boma soit la ville la plus moderne de la RDC. C'est mon objectif. Les restes, les encouragements que tu me donnes, ma réélection ou les félicitations que je reçois de gauche à droite ou d'autres dividendes que je récolte, ça c'est la conséquence de l'action que je mène sur le terrain. C'est différent. Je suis sorti des sentiers battus.
Est-ce que l'honorable... Je vous ai déjà dit que moi, je suis en train de travailler pour que je fasse partie de cette race rare dans notre pays, c'est-à-dire être un homme d'État. La mission vous confiée par la population baumatracienne, est-ce que vous êtes en train de le faire loyalement? Je pense que, Vitarich, en tant qu'être humain, j'ai des défauts et j'ai des qualités. Mais j'ai au moins une qualité, je n'aime pas mentir. Tout ce que je viens de dire là, c'est la vérité. J'aime la vérité. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Parce que la vérité vous affranchit. Parce que Dieu est vérité. Donc, toutes les questions que tu me poses, toutes les réponses que je te donne, c'est ça la vérité. Vous pouvez aller vérifier. Je ne fais pas... Je vous ai déjà dit que je suis sorti des sentiers battus. Je ne veux pas. J'ai commencé la politique en 90. Je ne peux plus continuer à faire la même politique avec des promesses, avec des discours, avec des déclarations, avec des bains de foule artificielles. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le bien-être de notre population. C'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que tu me vois mener toutes ces actions-là. Très bien. Merci beaucoup, on va évoluer. Alors, on va parler... Et puis, je veux être de cette race de politiciens qui... C'est pour ça que les dames de Dumbi m'ont donné ce surnom. Et quand je promets, je réalise. Mondele Mohindo. Mondele Mohindo. Je vous ai dit tout au début de l'émission, c'est les surnoms que j'adore. Les papas sociaux et autres peuvent venir après. Mais quand quelqu'un m'appelle Mondele Mohindo, je suis fier. Parce que quand je promets, je réalise. Merci beaucoup, on va évoluer. Alors, on va parler du dossier familial. Nous avons tous suivi que vous êtes en procès, vous êtes en justice avec vos neveux, disons le fils laissé par votre feu grand frère. Et selon les informations à notre possession, la justice aurait donné raison à vos neveux là. Et qu'est-ce que l'opinion peut retenir sur ce dossier? Encore une fois, Vitarich, faisons un rappel historique. Eva Mwakassa est le cadet d'une famille de 3 garçons, dont l'aîné est l'honorable sénateur Oumbadi Lutete. Moi, je suis le cadet. Déjà à l'âge de 7 ans, nous avons perdu notre maman. Et cette maman s'appelle Mabouilou, le nom de l'hôtel Mabouilou, où nous sommes maintenant. C'est le nom de maman. Et moi, je suis le cadet. Alors, le jour de l'enterrement de maman, j'avais 7 ans. L'honorable sénateur Oumba ne pouvait pas venir à ce funérail. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est en train de passer ses examens pour aller en Europe. Et donc, dans la vie, les 2 êtres chers qui sont restés à l'honorable Oumba, c'était moi et mon grand frère qui s'appelle Valère. Vitarich, Oumbadi Lutete, un homme extraordinaire, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Déjà à l'époque, il allait travailler pendant les vacances pour que nous on puisse survivre et pour qu'on puisse étudier. Alors, quand il va en Europe, il fait 3 options de licence en une année. Je voudrais vous dire que Oumbadi Lutete, c'est une sommité intellectuelle et jusqu'à ce jour, sa cote à l'université de Kinshasa n'a jamais été égalée. Jusqu'à ce jour, sa cote à l'ULB, Université libre de Bruxelles, où il a fait les 3 options en une année, n'a jamais été égalée. Vous voyez quelle sommité intellectuelle en matière de droit. Alors, c'est lui, en 65,
quand il termine ses études, qui a envoyé son chauffeur pour venir nous chercher au village. Moi, je suis de Sioni, de Lukamba. Ah bon? Ah oui, je suis de Sioni, de Lukamba. Ma famille est là. J'habite Kinshasa depuis 1965. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, le président Umba, vous savez, la maison qu'il louait, numéro 1 rue India, la maison de feu Joseph Kassavou. C'est là où moi j'ai commencé quand je suis arrivé à Kinshasa. Bon, bref, le président Umba voulait faire de moi quelqu'un qui va évoluer dans la vie à son image. C'est comme ça qu'il va m'inscrire au collège de Mbanzamboma, où lui, il avait aussi fait ses humanités. Vitarish, vous êtes déjà préparé en amont. Il me préparait déjà. Je ne suis pas un produit qui tombe du ciel. Et en 1973, il y a eu une grande réunion de famille. Le chef de famille, après la mort de maman et tous les autres, le chef de famille, notre grand cousin qui est mort aussi, qui s'appelle Joachim Tomboko, ils ont fait une réunion de famille avec le président Umba. Ils ont dit, nous, là, le chef de famille, c'est Eva Mwakassa. Moi, on m'appelle chez moi, posez la question à mes neveux ici. On m'appelle chez moi Tsivingananga. Je suis le chef de famille. Et quand je termine en 1974, le président Umba m'envoie en Europe étudier. Alors, quand lui arrive en 1977, il est ambassadeur plénipotentiaire du Zaïre aux Nations Unies. Quand il arrive là-bas, moi je venais de terminer ma session à Bruxelles, il m'a demandé de le rejoindre aux États-Unis. En 1977, Vitarish, il fait son testament. 1977, il est à l'apogée. Il a déjà été plusieurs fois ministre, notamment ministre délégué à la présidence, ministre des Affaires étrangères, ministre de Mines, Énergie et tout ça. Il fait son testament. Et dans ce testament, il y a deux éléments fondamentaux. Un, il dit que son frère Eva Mwakassa, c'est lui l'administrateur général de tous ses biens. Deux, que tous les biens que lui possède, qui se trouvent au Congo central, ces biens-là reviennent à sa famille biologique, mais qui doivent être gérés par son petit frère, son frère cadet, Eva Mwakassa. Tous les autres biens, Kinshasa et en Europe, ces biens reviennent à ses enfants biologiques. C'est ça le problème. Maintenant, personne ne conteste ce testament parce que ce testament, nous l'avons trouvé dans son bureau. L'honorable sénateur Umba est mort le 12 avril de cette année 2022. Le problème, c'est que ce sont mes enfants, tous ces enfants-là que tu vois, Vitarish, je les ai vus naître. Parce que quand je vous ai dit que quand le président Umba, il n'avait plus que deux êtres chers dans la vie, quand il nous a pris, nous, c'est lui qui nous a élevés, quand il nous a pris, le président Umba s'est marié devant nous. Notre belle-sœur, quand elle est arrivée, elle est venue nous trouver à la maison. Tous ces petits-là sont nés devant nous. Ce sont non seulement nos enfants, mais nos petits frères. Alors, d'ailleurs, le président Umba, devant tout le monde, disait quoi? Vous voyez ces garçons, ce monsieur, Eva Mwakassa, c'est mon petit frère, mais je le considère comme mon fils aîné. C'est aussi mon confident. Et plus tard, nous sommes même devenus des potes. Comprenez? Alors, mais de quoi on parle? Et aujourd'hui, contrairement à ce que vous pensez, ces testaments, d'abord, personne ne le conteste. Mais mes enfants contestent sa validité. Attendez, une sommité intellectuelle comme Umba Dibouté, vous pensez, vous, qu'il peut
rédiger un testament qui n'est pas valable. Mais c'est faire insulte à son intelligence. Vitarich, nous avons consulté tous les grands spécialistes en matière de droit, les grands juristes, ils vous disent que ce testament est valable. Au moment où je vous parle, nous sommes à l'hôtel Maboulou, non? Le dernier jugement qui vient d'être rendu par le président du tribunal de commerce m'a donné raison. M'a donné entièrement raison. Et je vais même aller plus loin. Donc il n'y a plus de problème. Mais il n'y a plus de problème. Je vais même aller plus loin. Lorsque le président Mumba est tombé malade en 1997, je l'ai envoyé en soins médicaux en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a laissé une procuration spéciale pour gérer tous ses biens. Vous entendez? Une procuration spéciale. Vitarich, un jour, si tu viens à Kinshasa, je vais te montrer de feuilles comme ça, de papier duplicateur, sur lesquels il a même signé. Il dit, fiston, je te fais tellement confiance, tu peux faire ce que tu veux. Mais si je n'étais pas un homme équilibré, si j'étais un fou, j'avais la latitude de vendre tous les biens et aller m'installer à l'étranger. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ce sont mes biens. Donc, moi, je ne peux pas vouloir m'accaparer des biens qui reviennent aux enfants. La preuve, nous ne parlons même pas des biens du président qui sont à Kinshasa. Ça revient aux enfants, mais qu'ils se concentrent à les gérer. C'est leur bien. Nous avons un grand bâtiment d'une valeur aujourd'hui d'une valeur de à peu près 10 millions de dollars sur l'avenue du commerce qui leur revient. Vous m'avez déjà entendu te dire que non, moi je voudrais aller le gérer. Parce que dans les testaments, les biens de Kinshasa et ceux qui sont à l'étranger, le président a laissé énormément de comptes à l'étranger. Ça revient aux enfants. Mais posez-leur la question, pourquoi est-ce qu'ils ne se concentrent pas sur ces biens-là pour les gérer? Mais les biens qui sont au Congo central, je suis désolé, ce sont des biens qui appartiennent à la famille biologique, dont moi je suis le gestionnaire. Donc la population doit retenir que la justice a déjà tranché, elle vous a déjà donné raison. La justice a déjà tranché, la justice m'a donné raison. Et je sais que je déplore, c'est l'activisme de certains de tes collègues qui se sont donnés à cœur joie pour m'injurer dans les réseaux sociaux, m'injurer dans des médias sans pour autant pénétrer la quintessence du problème. Tu vois un peu? Mais attendez, si nous étions dans un pays sérieux, si je leur porte plainte, évidemment, je ne vais pas le faire. Parce que ces gens-là, ils vont vouloir bénéficier, ils vont essayer de nous emmener dans une sorte d'escalade. Mais bon, je vous ai dit tout à l'heure au début de l'émission que moi, je ne suis pas là pour suivre des médiocres. Voilà, merci beaucoup chers auditeurs. Nous allons évoluer toujours avec notre invité spécial, l'honorable Eva Mwakassa, député national, Elie Deboma. Il est notre invité spécial. Alors, on va parler du port de Boma. Les activités du port de Boma sont toujours paralysées. Et député national, la fois dernière, j'ai posé une question à un des politiciens évoluant à Boma. Il a dit que si il y a détérioration du tissu économique aujourd'hui dans la ville de Boma, les députés nationaux et provinciaux et les de Boma ont une part de responsabilité. Oh, ces déclarations n'engagent que lui, hein. Ça n'engage que lui. Moi, tout ce que je sais, c'est que qu'à chaque fois quand je viens ici, je tiens des réunions avec les responsables du port de Boma. Et le port de Boma, c'est la cheville ouvrière de cette ville. Sans les activités du port de Boma, la ville de Boma se meurt, d'ailleurs, elle se meurt. Alors, le constat, c'est lequel? C'est que la ville de Boma a 800 mètres de quai. Mais les grues qui sont dans ces ports datent de l'époque coloniale. Le port de Matadi
a un quai de l'ordre de 1400 mètres, mais avec des grues qui datent de l'époque coloniale. Le port de mon frère Lédia a un quai de 300 mètres, mais il a 3 grues qu'on appelle portatives, de dernier modèle. Donc, les armateurs, ce qui les intéresse, c'est quoi? L'élément fondamental sur lequel les armateurs tiennent compte, c'est le temps de déchargement. Alors, comme les grues de Lédia leur permettent de décharger rapidement, ils n'ont aucun intérêt pour aller au port de Matadi et venir au port de Boma. Alors, maintenant la question que toi et moi nous devons nous poser, mais combien coûte une grue portative? Elle ne coûte pas plus de 2 millions de dollars. Alors, c'est ça le drame de ce pays. C'est ça le drame de ce pays, c'est que les choses les plus faciles, moi ce qui m'étonne toujours, c'est que quand on détourne de l'argent dans ce pays, c'est toujours un million. Toujours un million. Mais lorsqu'il faut acheter des choses comme une grue portative à 2 millions, subitement on ne trouve plus l'argent. C'est là où le bas blesse. Et moi, je voudrais vous dire, mais les ports de Boma, si je comprenais, c'est un problème de grille. Mais bien sûr, posez la question aux spécialistes. Posez la question aux spécialistes. La STP manque 2 millions de dollars pour mettre une grue portative à Boma. Alors moi, je dis ceci. J'ai cessé, moi, vous savez, j'ai cessé de me plaindre. Ok. Si j'ai la chance aujourd'hui, au mois de décembre, d'aller en Europe, j'ai des relations avec le port de Gand. J'ai déjà commencé à demander à tous mes partenaires si, par bonheur, nous ne pouvons pas avoir même une grue portative d'occasion pour l'emmener à Boma. Mais je suis aussi content de constater qu'il y a un frémissement. Dernièrement, j'étais avec le PCA de LMC, les lignes maritimes congolaises, M. Lambert Mende, qui m'a dit qu'ils vont acquérir des bateaux et qu'ils vont tout faire pour commencer à ce que ces bateaux puissent desservir le port de Boma. Dernièrement, il y a un bateau qui est arrivé. Et je suis ravi de constater que le nouveau DG de LMC est très ouvert en la matière. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié son slogan. Il dit, mais en République démocratique du Congo, c'est lui qui parle. Il dit, en République démocratique du Congo, on dit le peuple d'abord. Mais à Boma, il faut dire le port d'abord. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce qui me réjouit, c'est que quand je vais rentrer à Kinshasa demain ou après-demain, nous nous sommes entendus qu'on puisse se retrouver pour approfondir la question. Mais peut-être que notre chance, là, je vous ai aussi dit que j'ai eu un entretien extrêmement fructueux avec Madame le maire ce matin, et nous n'avons parlé que de cela. Alors moi, aujourd'hui, Vitarich, je pense que ma concentration profonde aujourd'hui doit être faite au niveau du port, de la relance des activités. Peut-être que nous avons une chance, parce que avant-hier, je suis arrivé à Boma en retard parce que j'ai fait plus de 3h30 dans les embouteillages à Matadi. Il faut dégager cette ville, et la solution serait que les bateaux, plusieurs bateaux commencent à décharger à partir du port de Boma. Même, Vitarich, ils ne viendront pas si nous continuons avec des grues qui datent de l'époque coloniale. C'est ça le drame. Donc, nous allons nous battre pour doter ces ports de grues modernes, de grues adaptées au déchargement des bateaux le plus rapidement possible. Honorable, quelqu'un nous a dit que pour que les activités du port de Boma soient relancées, la solution ne viendra pas des gouverneurs, mais plutôt au niveau national. Vous êtes député national. Est-ce que vous avez la facilité
d'aborder n'importe quelle autorité, est-ce que vous arrivez quand même à trouver la solution, à chercher les autorités compétentes pour que les activités du port soient relancées? Mais c'est tout ce que nous faisons. Mais nous sommes à la députation. Mais les autres sont à l'exécutif. Nous faisons de notre mieux, mais nous n'allons pas nous fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer sur cette voie jusqu'à ce que la solution sera trouvée. Donc moi, sincèrement, c'est une question pour moi d'une importance extrême. Nous allons tout faire pour que le port de Boma puisse être relancé, que ces activités soient relancées. Nous avons également suivi que vous êtes en train de vous battre pour que l'abralement puisse se reprendre. Non. Voilà, j'ai aujourd'hui dans cette émission l'occasion de vous expliquer ce qui se passe au niveau de l'abralement. Lorsque j'ai été élu en 2018, j'étais intéressé par le problème de l'abralement. Alors je me suis dit ceci. Moi, Eva Mwakassa, je vais élaborer un plan de relance de cette usine. Voilà. J'ai élaboré ce plan et ce plan consistait en quoi? J'ai dit, je vais m'inspirer de Barack Obama. Barack Obama, lorsque la crise a sévi l'industrie automobile, alors que les États-Unis c'est un pays capitaliste, il n'a pas hésité un seul instant à renflouer ces entreprises par les trésors publics, quitte à ce que lorsque ces entreprises ont acquis leur vitesse de croisière dans la relance, l'État américain commençait à se retirer, se désengager. Donc moi j'ai élaboré ce plan, je suis allé le soumettre au ministre de l'Industrie, mon ami Julien Paluku. Et le ministre avait dit que ce plan était extrêmement intéressant et qu'il allait s'investir pour le réaliser. Alors je lui ai donné un schéma. J'ai dit voilà, monsieur le ministre, vous invitez les dirigeants de l'abralement. Les dirigeants de l'abralement, c'est les dirigeants du groupe Heineken. Vous, gouvernement, eux et moi. Et puis nous allons mettre sur pied une commission pour évaluer ce plan de relance, l'enrichir. Alors, si possible, que l'État finance ce qu'il doit financer, quitte à ce que, au fur et à mesure que l'usine sera relancée, l'État commence à se désengager. Il me dit, ok, il a appelé à 2 reprises, il a appelé les dirigeants de l'abralement et nous avons eu une réunion au ministère de l'Industrie. Alors, et après, le ministre m'a demandé d'aller officiellement déposer mon plan de relance à l'abralement. Je suis arrivé à Vitarich, je suis arrivé à l'abralement. Les gens de l'abralement étaient étonnés de voir pour la première fois un député venir leur proposer un plan de relance. Voilà. Alors, dans ces entrefaites, je me suis toujours rappelé. Je suis revenu à Boma pour amener du matériel contre la Covid-19. Rappelez-vous, c'était à l'hôpital Croix-Rouge. Et après là, ces jours-là, je me rappelle très bien. Après, nous sommes venus prendre un verre ici à l'hôtel Magoulou. Madame le maire va me donner l'information. Elle me dit, honorable, informe-toi, je viens d'apprendre que le groupe Heineken a pris la décision de vendre l'usine. Oh. Quand je retourne à Kinshasa, je contacte les responsables avec lesquels nous étions en train de négocier. Ils me confirment le fait que l'usine est en vente pour 14 millions de dollars. Tu vois? Vitarich, l'abralement, c'est une entreprise privée. Le groupe Heineken, qui est le propriétaire de cette usine, décide de la vendre. Mais il n'y a rien à y faire. Il faut chercher un repreneur. Alors, pour la petite question, dernièrement, il y a
il y a quelqu'un qui est venu nous aborder. Nous étions d'ailleurs avec mon grand frère Mbachi. Il dit, ah non, mais moi je suis prêt à acheter l'usine de l'agroalimentaire, surtout que, honorable Eva, j'ai appris que tu as un plan de relance. Je dis oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai de nouveau repris contact avec le groupe Heineken. Il dit, mais voilà, j'ai un preneur. Alors, ils me disent que eux, au niveau du groupe Heineken, ils ont une politique. La politique, c'est que quand ils vendent une usine, il ne faut pas que le repreneur puisse exercer des activités dans le domaine brassicole. Posez la question, ils vont vous le dire. Alors, cette politique décourage les repreneurs. Alors, aujourd'hui, au moment où je vous parle, d'autres spécialistes sont venus me voir pour me dire, non mais, mon honorable, mais les 14 millions, vraiment, cette émission, Vitarich, ça me permet de dire énormément de choses que ceux qui nous suivent ne savent pas. Alors, les spécialistes sont venus me voir. Ils me disent, ah mais, honorable, mais les 14 millions, finalement d'ailleurs, de 14 millions, ils ont même encore rajouté, tu sais, avec tous ces gens qui veulent bouffer leur commission. Quand je leur ai encore posé la question au regard du repreneur qui s'était intéressé à cela, bon, on me dit non, finalement c'est pas 14 millions, c'est 15 millions. J'ai dit, vous avez encore augmenté d'1 million à faire. Bref, des spécialistes sont venus me voir pour me dire non, les prix que Heineken vous donne, c'est un prix trop élevé. Parce que nous savons que si nous importons du matériel de la Chine avec des spécialistes kenyans, je te donne toute l'information, moi je préfère aujourd'hui que les auditeurs soient édifiés avec des spécialistes du Kenya. Allez-y comprendre. S'ils doivent venir du Kenya, je vous donne l'information. Nous pouvons arriver à monter une usine brassicole qui nous coûterait 8 millions de dollars. C'est là où nous en sommes. C'est là où nous en sommes. Et franchement, moi, je continue à explorer cette voie, voir si nous ne pouvons pas faire un montage financier pour arriver à monter une usine à 8 millions. Mais les conditions sont énormes. Parce que même dans mon plan de relance, il y a trop de préalables, des allègements fiscaux, empêcher la porosité de nos frontières, avec tous les produits qui nous viennent d'Angola et d'ailleurs qui entrent ici sans douane et tout ça. Alors, vous voyez, la concurrence déloyale que nous subissons ici, le pouvoir d'achat extrêmement faible de la population. Tous ces éléments, nous devons tenir compte pour monter une autre usine brassicole dans notre ville. Autre chose aussi, mais pourquoi nous n'aurons pas l'occasion de nous diversifier dans autre chose? Voilà. Question à suivre. À suivre, comme l'a dit l'honorable Eva Mwakassa. Alors on va finir avec les stades Sokol. Nous avons suivi que le gouvernement provincial a pris l'engagement de clôturer les stades. Bon, honorable Eva Mwakassa, qu'est-ce qu'il faut pour que les stades Sokol soient reconstruits? Depuis mon arrivée à l'Assemblée nationale, j'ai accordé la priorité absolue à la construction du stade Sokol. Nous avons mené toute la procédure administrative et nous sommes sur le point de conclure. Alors, je crois qu'à ce stade, ça sera indélicat que je puisse donner des informations à la matière. Souffrez, Vitarich, souffrez que cette question me soit posée dans les jours à venir parce que pour le moment, il y a des tractations en cours. Et pour l'intérêt de ces stades, pour l'intérêt de la population de Goma, je préfère ne pas faire du populisme
Je préfère ne pas dévoiler certaines choses qui risquent peut-être d'handicaper l'évolution de ce dossier. Donc, vraiment, je présente mes excuses à ceux qui nous suivent. Ils doivent me comprendre que la délicatesse du dossier me condamne à plus de discrétion. Et ça, c'est ce qui caractérise aussi un homme d'État. Mais l'honorable, nous avons suivi que le gouvernement provincial a eu l'engagement de clôturer d'abord les stades. Et je voulais quand même que vous puissiez réagir. Mais non, je ne peux pas réagir. Moi, je suis à l'Assemblée nationale. Eux, ils sont au niveau du gouvernement provincial. S'ils l'ont fait, je les encourage. S'ils l'ont fait, je les encourage. Oui, c'est déjà une bonne chose. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin avec vous, mais avant de terminer, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que... Nous sommes dans une émission sans sujet tabou, à cœur ouvert. Donc, ceux qui sont en train de nous suivre auront l'occasion de pénétrer le fond de ma pensée parce que je suis avec eux à cœur ouvert. Très bien. Et avec toi d'ailleurs. Merci beaucoup. D'ailleurs, je tiens à vous informer que les minutes sont déjà épuisées. Parce que c'est une émission spéciale. À chaque règle, il y a des exceptions. Ça, c'est une exception. Très bien. Alors, avant de finir, je voulais quand même vous puissiez répondre à cette question. Honorable Eva Mwakassa, vous pouvez affirmer ici que les relations entre vous et vos collègues députés provinciaux, Elie de Boma et l'honorable Adrien Boba sont au beau fixe. Vitarich, je crois que vous avez déjà fait un constat. Depuis longtemps, les gens ne s'attaquent qu'à qui? À Eva Mwakassa. Allez, faites le constat. Tout le monde. Et vous n'avez jamais répondu. Mais moi, je ne réponds pas. Donc, ce n'est pas une question qu'il faut me poser à moi. C'est une question qu'il faut poser à eux. Parce qu'ils m'attaquent souvent à tort. Souvent à tort. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec eux. Moi, je veux cheminer avec des gens qui travaillent. Moi, je veux cheminer avec des gens qui mènent des actions. Ce que je n'accepte pas, Vitarich, c'est que vous êtes en train de mener des bonnes actions et moi, je viens te torpiller. Non, je dois venir t'encourager. Moi, j'encourage tous ceux qui mènent de bonnes actions pour l'intérêt de la population. Et j'entretiens de bonnes relations avec tout le monde. C'est ça le problème. Mais vous entretenez de bonnes relations avec tout le monde? Avec tout le monde, parce que je n'ai pas de problème avec eux. Et je les encourage dans ce qu'ils font. Quand ils font de bonnes actions, j'applaudis, je les félicite. Mais moi, je suis étonné que eux ne s'acharnent que sur moi, en train de me torpiller ce que je fais. Mais ça, Vitarich, moi j'ai déjà dépassé ces stades. Cela vous rend aussi populaire dans la ville? Je les félicite parce qu'ils me font de la publicité gratuitement. Parce que là c'est un peu pour rire. Enfin, vous avez posé une question fondamentale. Moi, je suis convaincu que c'est l'union qui fait la force. Il faut qu'on se mette tous ensemble. Mais, vous savez, le problème de nous, c'est qu'on parle. Se mettre tous ensemble, c'est dans l'action. C'est dans l'action, pas dans les paroles. Pas dans des paroles creuses. Ah, moi, celui-là, c'est mon frère. Non, il faut démontrer que c'est ton frère. Tu vois, moi, je ne condamne personne. Moi, j'encourage toutes les bonnes actions. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Regardez ce qui se passe dans cette ville. Les gens ne s'en prennent qu'à Eva Mwakassa. Mais Eva Mwakassa ne dit jamais rien. Ça ne t'interpelle pas ça? Mais oui, c'est toi qui me poses des questions, mais je me permets. Donc voilà, c'est pas à moi qu'il faut poser ces questions. Vous savez, il y a même des choses grossières qu'on raconte sur moi. Grossière. Et on ne raconte ça que sur moi. Mais que voulez-vous? Il paraît qu'on ne jette des pierres que sur l'arbre qui porte des fruits. Je suis habitué, mais moi, cela ne va pas
me décourager pour continuer à mener des actions en faveur de la population de la ville de Boma, en faveur de la population de notre terroir, en faveur de la population du Congo central et en faveur de la population de notre pays. Parce que moi, je vais me situer au niveau d'un homme d'État qui ne voit que les intérêts supérieurs de la nation. L'honorable Eva Mwakassa va se représenter encore en 2023. Vous allez postuler encore en 2023. Vous serez candidat député national en 2023. Je vais vous révéler une chose. Un jour, j'étais en train de mener une action et puis quelqu'un de très... un leader d'opinion de la ville, je ne cite pas son nom, il est venu me voir, il me dit, honorable, si toi, tu refuses de te représenter dans cette ville, il faut savoir que nous viendrons te chercher pour t'emmener à la CENI, poser ta candidature. Ah bon? Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, vous-même, vous avez cette intention de postuler. Voilà, je vais vous dire une chose. Je trouve prématuré, pour le moment, sincèrement, prématuré qu'on parle élection. Je crois que pour le moment, on doit parler développement. Nous ne sommes pas en campagne électorale. La campagne électorale Vitarich n'a pas encore commencé. Mais alors concentrons-nous d'abord sur le développement de notre pays, de notre peuple, de notre population. Et quand vous voulez qu'on parle... Comment des gens qui ne se concentrent pas sur le développement de la population vont d'abord penser à ce que cette même population puisse les élire? C'est un non-sens. Et comme moi aujourd'hui, je vais vous le dire, je ne pense pas aux élections. Je pense d'abord à continuer à mener des actions pour répondre à ma vision, celle de faire de la ville de Boma la ville la plus moderne de la RDC. C'est mon objectif. Je ne pense pas aux élections. Les élections, c'est la conséquence des actions que j'aurais menées. Mais je pense d'abord au développement de mon pays. Je serais heureux de voir à quoi ça sert d'être élu par une population qui croupit dans la misère. À quoi ça sert d'être élu par une population affamée, analphabète, qui ne comprennent même pas le sens du vote? À quoi ça sert? Est-ce que nous, les leaders politiques, nous devons être fiers de ça? Nous devons être fiers de constater que après 5 ans de mandat, cette population qui nous a fait confiance, nous la renouvelle parce que nous avons répondu à leurs aspirations. C'est différent. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine intitulé Grand Format. L'honorable Eva Mwakassa, vous êtes l'autorité morale des FPN, Force Politique Nouvelle. Mais apparemment, votre parti politique sur terrain n'est pas visible. Mais vous ne pensez pas que vous êtes en train de dire un paradoxe? Vous dites qu'Eva Mwakassa, c'est l'homme le plus populaire de la ville de Boma. Et vous dites en plus que le parti n'est pas visible. Parce que jusque-là, vous n'avez pas de bureau. La population ne sait même pas là où c'est. La vérité, c'est que, effectivement, nous avons quitté le siège où nous étions. Nous avons adopté nous avons choisi un autre siège qui se trouve du côté de Mbangu. Je suis d'ailleurs venu pour ça. Nous sommes en train d'aménager maintenant le siège. La prochaine fois quand vous viendrez, je crois que je vais vous livrer une interview au niveau du siège. Qui est mais excusez-moi. Moi, j'avais pensé, sincèrement, et ça, je l'ai dit à l'opinion, j'avais pensé que je devais d'abord donner priorité aux actions qui impactent sur la vie sociale de la population, au lieu de m'adonner à l'organisation du parti, parce que j'avais trouvé que la priorité, c'est la population. Me suis-je trompé? Je ne crois pas, parce que au regard de ce que les gens disent, la population est plutôt satisfaite des actions que je suis en train de mener. La population est satisfaite de constater qu'ils peuvent faire confiance à un homme
que eux-mêmes ont surnommé Mondele Moindo, un homme qui, dans la population, commence à voir l'étoffe d'un homme d'État. Qui est le président fédéral de FN au niveau de Goma? Simba, alias Kalusha. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez un dernier mot à vous adresser à tous les Bomatraciens qui nous suivent en ce moment, et aussi au Né Congo, parce que le magazine est provincial. À la population de Boma qui m'a élu, qui m'a donné un mandat, elle doit être rassurée que je ferai toujours tout pour répondre à ses aspirations. Maintenant, j'entends aussi beaucoup de critiques d'autres personnes qui disent « Oui, mais Eva Mwakassa, tu es un député national, tu te concentres trop dans la ville de Boma et nous. » Ils doivent aussi savoir que je vais aussi m'occuper d'eux. Mais que la maison a toujours une fondation. Donc, je voudrais leur dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement de notre pays dans son intégralité. Vous comprenez? Et que tous ceux qui ont besoin de moi, je serai toujours à leur entière disposition. Je suis un homme avec mes qualités et mes défauts, mais mon combat pour le développement de ce pays est non, ce combat est non équivoque, il est irréversible. Voilà, c'est ce que je veux dire. Honorable Eva Mwakassa, c'était un honneur pour moi de vous recevoir dans notre magazine grand format. Merci beaucoup. Merci, c'était un honneur pour moi aussi. Surtout que dans cette émission, ça m'a donné l'occasion de parler à cœur ouvert à vous, aux auditeurs. Ceux qui me suivent, leurs remarques, leurs critiques seront les bienvenues. Mais j'aimerais qu'ils puissent plutôt nous envoyer des critiques objectives, des critiques constructives, parce que nous sommes là pour construire et non pour détruire. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine grand format où nous avons reçu pour vous les députés nationaux élis de Boma, l'honorable Eva Mwakassa. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes. À plus. Makamboyo na zoyemba ya solo nano na monate. Chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous annonçons la naissance d'un nouveau magazine provincial intitulé Grand Format. Grand Format, c'est un magazine audiovisuel conçu et sera présenté par Vital Mabia, la Vita Riche, spécialisé sur l'actualité en général. Vous le suivrez chaque dimanche et mercredi à partir de 20h30 sur Sarah FM 91.4 MHz. Chaque jeudi à partir de 17h sur la RTA Kamwanda et chaque vendredi et samedi à partir de 21h sur la radio centrale Matadi. Ne ratez pas à ce numéro et vous serez suffisamment informé avec des invités surprises à suivre. Sur YouTube, tapez Vital Mabiala officiel. Voulez-vous entrer en contact avec nous? Appelez au plus 243 89 67 63 469. Sur Facebook, il suffit d'écrire Vitalo Mabiala Vita Riche. Restez toujours à l'écoute et vous ne serez jamais déçus.